Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal de la culture consacré aujourd'hui à la littérature. Et ce, en compagnie de Tatiana Doroné, l'auteure du best-seller Elle s'appelait Sarah, est de retour avec un nouveau livre baptisé À l'encre russe. Et puis pas vraiment un roman, ni tout à fait une BD, le roman graphique connaît un nouveau succès. Enfin, on le sait, les petits libraires sont en crise, certains irréductibles résistent pourtant encore et toujours à l'envahisseur. D'abord donc bonjour à Tatiana Doroné, merci beaucoup d'être là. On est ravis de vous recevoir une nouvelle fois. On va parler donc de À l'encre russe, toujours paru chez Héloïse d'Ormesson. Alors c'est l'histoire de Nicolas Colt, qui est un jeune auteur, dans la trentaine, c'est ça? Même pas la trentaine. Même pas la trentaine, 29 ans. Et justement, son jeune âge, notamment, fait qu'il est très déstabilisé par le succès de son premier roman. C'est une belle réflexion sur la littérature, le succès, un peu le mystère de l'écriture, comment l'inspiration vient. Et alors justement, on peut faire une petite analogie avec votre succès à vous. Je parlais de Elle s'appelait Sarah, c'est combien de millions d'exemplaires maintenant? Mais je ne sais pas, beaucoup. Oui, beaucoup. Mais en tout cas, moins que Nicolas Colt, qui lui a eu un succès absolument énorme. Mais c'est déjà pas mal quand même, je crois qu'on s'approche de 9 millions d'exemplaires. Justement, c'est un peu du vécu, cette déstabilisation par le succès? Lui a eu ce succès très jeune avec son premier roman. Et moi, le succès de Sarah est venu un peu plus tard, j'avais 45 ans et c'était mon 8e livre. Ouais. Donc, et puis j'ai la maturité que lui n'a pas. Ça vous a aidé, oui, vous pensez justement que ça n'arrive pas tout de suite, que finalement vous ayez aussi votre expérience d'écrivain, d'écriture? Oui, puis surtout, j'ai mis longtemps à trouver mon éditeur. Voilà, et Nicolas a trouvé la sienne tout de suite. Moi, j'ai mis longtemps à trouver Héloïse d'Ormesson. Alors justement, tout a un peu basculé. C'était en 2005, cette rencontre avec Héloïse d'Ormesson. Vous lui avez dédié d'ailleurs ce livre ainsi qu'à son mari Gilles Cohen-Solal. C'était important pour vous? Oui, parce que c'est un roman qui parle aussi des liens que nous, les écrivains, nous avons avec nos éditeurs. Et donc, ce livre est vraiment pour eux et à Sarah Hirsch, ma jeune éditrice, avec qui j'ai travaillé sur le manuscrit. Ouais, vous faites une chronique de ce monde de l'édition. C'est pas toujours facile. Je crois que vous, Elle s'appelait Sarah, qui est pourtant le succès qu'on connaît, a été refusé par 10 éditeurs, c'est ça? Plus que ça? Oui. Racontez-nous un peu comment... Ça a été une année un peu noire dans ma vie. Ouais. J'ai écrit Elle s'appelait Sarah en 2002 et je l'ai soumis à mon ancien éditeur en 2003. Et de 2003 à 2005, avant de rencontrer Héloïse, personne ne voulait de ce livre. Et donc, je l'ai mis de côté. J'en ai écrit 2 autres. Et puis, j'ai rencontré Héloïse d'Ormesson par le biais d'une interview, puisque je l'ai interviewée pour le magazine Elle. Elle a lu ce livre, elle l'a aimé, elle y a cru, puis voilà, ça a démarré comme ça. Et puis alors c'est aussi, je crois que c'est avec Elle s'appelait Sarah que vous avez commencé à écrire en anglais, parce que votre maman est britannique, pour qu'on explique un peu. Oui. C'est de là d'où est partie cette histoire? C'est pas exactement ça, j'ai commencé à écrire à l'âge de 11 ans, mais tous mes livres étaient en anglais, mais je suis venue à la publication de mon premier roman en français en 92, qui était L'appartement témoin, mais j'ai écrit Elle s'appelait Sarah directement en anglais, et depuis j'ai continué. Et c'est le cas encore là de À l'encre russe, qu'est-ce que ça vous apporte d'écrire dans la langue de Shakespeare? Peut-être que c'est ma langue maternelle, donc du coup, peut-être qu'elle libère plus facilement mes émotions. Un psy aura sûrement à dire beaucoup de choses là-dessus. Et alors, bizarrement, c'est pas vous qui traduisez vos propres livres. Là, celui-là est traduit par Raymond Clarina. Oui, mais j'y mets ma patte quand même. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'il y a un premier jet qui est fait, parce que là, moi, j'ai du mal à trouver la bonne distance avec mon propre texte. Donc, il y a un premier jet qui est fait. Et ensuite, moi, je viens m'approprier le texte et j'y mets ma patte. Et donc, ce roman-là, c'est vraiment celui que j'ai le plus traduit. Je dirais même toutes les dernières pages, c'est vraiment moi. C'est vous qui... Oui, parce que j'imagine sinon qu'il faut une confiance aveugle dans son traducteur. Oui, mais c'est compliqué pour le traducteur, parce que quand il a affaire à quelqu'un de parfaitement bilingue, c'est pas évident. Effectivement, il faut bien respecter tout ça. Alors, Elle s'appelait Sarah, on en parle beaucoup, a été adaptée au cinéma aussi récemment. Qu'est-ce que ça vous a fait? Là aussi, vous avez été partie prenante de ce travail-là d'adaptation pour le grand écran? C'était une très belle aventure. Donc, c'est Gilles Paquet-Brenner et Serge Joncourt qui ont écrit le scénario. Moi, j'ai été vraiment inclus dans toute cette aventure dès le départ. J'étais sur le tournage, j'ai même eu un tout petit rôle dans le film. Donc, ça a été pour moi quelque chose d'inoubliable. Et il y a d'ailleurs 4 de mes romans qui vont être portés à l'écran, là, et qui sont en train d'être adaptés. Donc, 4? Oui, 4. Boomerang, Spirale, Mocha et Le Voisin. Eh bien, dis donc, c'est une nouvelle aventure. Ça a inspiré d'autres réalisateurs. Mais oui. Et vous, peut-être un jour, non, le passage? Mais c'est mon rêve un jour de faire ça. Vrai? Oui.
Bon, Mais je sais pas très bien comment faire. En tout cas, c'est dans ma tête. Bon, à suivre. Alors, et puis Spirale qui paraît en livre de poche d'ailleurs, on profite pour le dire. Et vous pouvez découvrir les premières pages aussi de À l'encre russe. Je voulais aussi qu'on parle, puisque vous êtes notoirement accro aux réseaux sociaux. Et oui. C'est le cas aussi de Nicolas Colt dans À l'encre russe, qui vérifie un peu justement son image. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, en tant qu'écrivain ? Moi, ça m'apporte déjà un échange avec mes lecteurs et puis aussi s'informer, informer, partager. Ouais. Mais il ne faut pas y passer sa vie. Et écrire un roman sur les réseaux sociaux, il y a Jennifer Egan aux États-Unis qui avait fait ça, écrire tout son roman en 146. Ça, vraiment, c'est un autre exercice. Non, je préfère parler de Twitter dans un livre, ce que j'ai fait dans celui-là, que d'écrire un roman dessus. Non. Bon. Vous restez encore un peu avec nous, Tatiana de René. Je ne sais pas si vous avez déjà été tentée par le roman graphique. Non, pas encore. Pas encore. Voilà, peut-être une autre aventure après le cinéma, puisque à mi-chemin entre la bande dessinée et la littérature, ce genre touche un public toujours plus large. Apparu dans les années 60 et popularisé dans les années 80, le roman graphique séduit les lecteurs grâce à des scénarios plus fouillés, des planches plus travaillées et des formats plus longs. Un aller sans retour dans un pays hostile. 1500 condamnés, hommes, femmes et enfants, s'entassent à bord de 11 navires. Terra Australis, premier nom de cette terre inconnue, est un roman graphique de 500 pages dans la plus pure tradition de ce genre, né dans les années 70 en noir et blanc. Tout ce qui est dans ce livre est authentique. Donc, c'est la vraie histoire de la colonisation de l'Australie. Les personnages sont authentiques, tous les détails du voyage sont authentiques, que ce soit par rapport aux dates, par rapport aux escales, par rapport aux péripéties de ce voyage. Calmez-vous un peu et poussez fort, il en va de vos vies à tous les deux. Ça suffit, on n'y arrivera pas comme ça. Comment tu t'appelles ? Des thèmes pour adultes, des formats plus longs que la BD traditionnelle. Le roman graphique, longtemps tombé en désuétude, est un genre qui retrouve un vrai succès auprès des lecteurs, même sur Internet. À l'image des autres gens, nés sur un blog et publiés aujourd'hui sur papier à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. Bon, les histoires de gens, ça touche tout le monde. Donc oui, je suis un peu curieuse de voir ce que ça donne. Parfois, il y a des romans graphiques qui n'ont aucun texte. Parfois, il y a des romans graphiques qui sont très 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 fournis. Il y a de tout, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Donc voilà, moi c'est un peu la variété, la diversité qui fait que j'aime bien ce genre. Comme la BD, le genre a su évoluer avec plus d'ouvrages en couleur et plus de thèmes d'actualité qui expliquent le succès. Le roman graphique aujourd'hui, c'est 4 à 5% je pense du marché. On vend beaucoup de livres aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, en Chine, en Corée. Voilà, c'est un vrai marché d'export. En France, le roman graphique se vend bien, avec un marché de 15 millions d'euros. L'an dernier, certains titres figuraient en tête de toutes les ventes de livres, comme La planète des sages ou Le chat du rabbin, avec un public plus large que celui de la bande dessinée classique. Et voilà, donc le roman graphique qui se vend bien, mais vous n'êtes pas sans savoir, Tatiana de René, vous aussi, que le marché du livre va pas très bien. Ça vous préoccupe, j'imagine, oui, beaucoup. En tant qu'écrivain, ouais. Beaucoup, et c'est pour ça que j'ai décidé d'aller rendre visite au plus de libraires possible pendant cette tournée pour l'encre russe. J'ai 20 dédicaces dans les librairies jusqu'à la fin du mois de juin. Voilà, et ça encourage aussi beaucoup à acheter les livres dans les petits libraires, parce que justement, face aux géants Internet, peu arrivent à résister. Tout le monde y passe, la grande distribution, mais donc aussi et surtout les petites librairies. Malgré ce contexte peu engageant, certains arrivent tout de même à tirer leur épingle du jeu. Le triste scénario s'est joué ici comme dans de très nombreuses villes françaises. En quelques décennies, la plupart des grandes librairies de Rouen a cédé la place à d'autres commerces. La librairie de l'Armitière a échappé à ce funeste destin. Elle a même fêté son 50e anniversaire. Face aux dangers qu'ont représenté les grandes surfaces en tout genre, ses patrons successifs lui ont administré un antidote efficace, la croissance. À l'heure où la littérature jeunesse est devenue la locomotive de l'édition, Mathieu de Montchalin a décidé de lui dédier un nouvel espace. Un gros pari financier, mais un pari gagnant. En ouvrant cette librairie jeunesse, on doublait notre taille, on doublait notre surface. Donc fatalement, on doublait nos frais, nos loyers, C'était un risque très important. Mais aujourd'hui que ce risque il a été digéré, c'est quelque chose que je regrette absolument pas, parce qu'effectivement, ça a installé l'Armitière comme une librairie de référence dans l'agglomération rouennaise. L'autre botte secrète, ce sont les signatures d'auteurs. La librairie rouennaise convie chaque année environ 70 écrivains à venir rencontrer leurs lecteurs.
Je pense que dans une ville comme ça, les librairies sont souvent le premier lieu de rencontre de tous les gens qui, d'une manière ou d'une autre, sont intéressés par le domaine culturel, parce que tous sont liés par le livre, qui s'intéressent à la peinture, au théâtre, au cinéma, à la littérature. Donc je pense que c'est aussi ce lieu de socialisation et d'échange, de partage. L'autre stratégie en vogue pour rendre viable une librairie indépendante, c'est l'hyperspécialisation. Fred Sandon a opté il y a 10 ans pour la bande dessinée haut de gamme et il s'est constitué une clientèle de mordus fidèles. En fonction des envies que j'ai du moment ou d'auteurs que j'hésite à découvrir, il va savoir m'aiguiller et me donner envie, souvent en racontant le début de l'histoire. Pour parvenir à orienter ses clients exigeants, Fred dévore environ 20 albums par jour. Le prix à payer pour ne jamais avoir à lire le mot « fin ». Et voilà, mais c'est en tout cas la fin de cette émission. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. Merci encore infiniment à Tatiana Deroné. Merci à vous. Je rappelle donc le titre de votre dernier ouvrage, À l'encre russe, c'est paru aux éditions Héloïse d'Ormesson. Merci encore. On va se quitter avec celui qu'on surnomme le photographeur, JR. Pour son nouveau projet Les Sillons de la Ville, l'artiste français a installé une vingtaine de portraits géants de personnes âgées sur des façades de Berlin en Allemagne. Je vous laisse tout de suite découvrir le résultat. Merci à tous de nous avoir suivis.